Bienvenue sur Redline Radio. La radio qui prend soin de vos oreilles. Bienvenue sur Redline Radio, synchronisation des pendulettes, il est pile poil 20h17. T'écoutes Redline Radio. Tout le bassin lémanique de Vevey, Lausanne, Genève, vous écoutez Redline Radio sur le DAB+. Redline Radio, la touche fraîcheur de votre été. Redline Radio, la plus variée des radios. Tu veux devenir mousquetaire? Eh bien, vas-y, c'est à toi. Un pour tous et tous pour un! Redline Radio. Mais quel plaisir de vous retrouver tous et toutes à l'antenne de Redline Radio pour cette émission Les Trois Mousquetaires. Mais qui dit émission des Trois Mousquetaires? Et là, c'est encore plus de poids après ce week-end quasiment de 4 jours. Ah ben, c'est la fin du week-end. Oh, mais c'est l'émission Les Trois Mousquetaires. Ouais. Bienvenue à tous et à toutes. On aimerait bien sûr saluer l'ensemble des personnes qui nous écoutent sur ces merveilleuses autoroutes. Certainement, ces gens qui descendent de la capitale genevoise du Valais, qu'on appelle bien sûr Verbier. Alors il y a un petit pari qu'on a lancé comme ça sur internet et sur l'adresse email concours avec s@redlineradio.ch. Lequel de ces trois objets sera fini avant 2037? Bien sûr, c'est l'A9. On en parlait dans le before de cette émission, entre Villeneuve et Lausanne, autoroute que nous n'avons jamais connue sans travaux. Est-ce que ce sera le bout d'autoroute de l'A9 encore entre Sierre et Brigue ou naturellement la gare de Lausanne? Votre réponse bien sûr, concours avec s@redlineradio.ch. Du soleil, on en avait un petit peu, ils avaient annoncé une pluie fine, mais je pense que notre ami Xavier nous en a amené un petit peu cet après-midi. Salut mon Xavier, comment vas-tu? Bien? Ça va bien, à mon avis la pluie elle nous a fait faux bon, mais le soleil et puis les températures quand j'ai fait la Casa Latina, la température était à 18. À 14h, elle est montée jusqu'à 20. Bien sûr. Très bien. Bravo, mon cher Xavier, de ensoleiller comme ça nos après-midi. C'est vrai, si tu aimes la musique latino, n'hésite pas. Monsieur Xavier est un spécialiste de cette musique. C'est pas du tout mon trend à moi, mais pour ceux qui aiment, il faut tout pour faire un monde. Donc il y en a bien qui écoutent les Beatles. Hein. Voilà, si tu aimes les Beatles, n'écoute pas Redline Radio. Tu n'entendras jamais les Beatles sur Redline Radio. Je fais un petit big up à nos invités de mardi qui étaient des grands fans des Beatles. Voilà, ce soir on va discuter un petit peu théâtre, scénographie, et puis notre invité, et puis ça vraiment je me réjouis de faire cette émission. On s'appelle Tania de Paola. Salut Tania, est-ce que tu te présenterais comme ça courtement aux invités de Redline Radio, aux auditeurs de Redline Radio? Oui, c'est ça que je voulais dire. Mais salut Alex, salut Xavier, merci de m'avoir invité. Que je me présente, donc je suis chorégraphe, metteuse en scène, interprète, je m'occupe aussi des scénographies, je peux danser donc, dans les spectacles. C'est la compagnie, on est plutôt pluridisciplinaire, on mélange plusieurs disciplines. Pluridisciplinaire, c'est assez intéressant dans cette palette comme ça qui est hyper large. Tu nous as vraiment décrit plein de choses. Comment est-ce que toi tu as décidé de prendre plutôt cette option-là plutôt qu'une autre? Alors j'ai fait mes études de danse. À la base, j'avais envie d'être une des danseuses de Michael Jackson. C'est vrai, quand j'étais gosse, je voulais être dans Thriller. C'était hyper théâtral. Les costumes, il y avait des personnages, il y avait ce côté qui n'était pas que de la danse classique, qui n'était pas... je trouvais il y avait quelque chose, il y avait une histoire, il y avait des personnages, il y avait ces costumes. Et donc je suis partie en sport-études parce que sur Suisse, il n'y avait pas du tout de quoi devenir danseur pro. Le sport-études, ça commence tôt parce que pour être danseur, il faut vraiment commencer tôt, à 16-17 ans dans les premiers contrats de danse, puisque c'est quand même un métier artistique, mais qui est quand même un métier du sport. Donc, ce qui veut dire que le corps s'arrête au même temps qu'un sportif d'élite. Ouais, c'est ça la question. J'aimerais rebondir là-dessus. Tu as vraiment clairement une carrière comme un hockeyeur ou vraiment vers 35-36 ans, c'est un petit peu la fin de ta carrière. Oui, sauf qu'on n'a pas le salaire qui va avec. Ah ouais.
On reste dans le métier artistique. Mais donc du coup, voilà, je suis partie toute jeune. J'avais 11 ans et demi quand je suis partie en France en sport-études pour pouvoir travailler justement la danse le maximum et puis pour pouvoir faire mes études scolaires en même temps. Et puis, redis-moi la question de base, parce que là, je me suis perdue. Qu'est-ce qui t'a fait partir dans une voie plutôt qu'une autre Ouais. Donc là, je suis partie dans la danse. Et puis après, en fait, je suis partie, après France, je suis partie aux États-Unis. Du coup, chez Elvin Ailey, c'est une compagnie en fait afro-américaine. C'est que vraiment des Afro-Américains. C'est que des personnes de couleur. Quoi, moi, j'appelle black parce qu'en fait, c'est la même, c'est vraiment mes potes, donc il y a aucun problème entre eux. C'est nous sommes blancs et voilà. On part dans le côté politique, mais du coup, en fait, j'étais hyper intriguée par la manière de bouger et la rythmique, en me disant, mais ok, du côté occidental. Les blancs, on a un côté gracieux parce que c'était vraiment danse classique de base, ce que j'ai fait. On a ce côté gracieux, mais il y a ce côté rythmique qui, à voir, viendrait qu'ils auraient beaucoup plus que nous. Et comme nous sommes égalitaires physiquement, pourquoi est-ce que nous, on l'a pas ? Parce qu'après, il y a plein de personnes qui ont des Afro-Américains qui n'ont absolument pas le sens du rythme, des Blancs qui ont un super sens du rythme, des personnes mélomanes ou pas du tout. Il y a vachement de danseurs qui n'ont absolument pas le sens du rythme, qui sont des excellents interprètes, mais qui n'entendent vraiment pas la musique. Et il y a la même chose chez les Afros, qui sont super, mais qui n'entendent absolument pas. Donc, c'est vraiment pas un truc de naissance. C'est comment ça se fait. Et la compagnie Elvin Ailey, qui était aux États-Unis, m'intriguait justement parce que c'était une compagnie afro-américaine, et je suis descendue à New York. J'ai fait encore 6 mois avec eux. Et puis c'est là que j'ai pu remarquer qu'en fait c'était vraiment la manière de travailler le corps depuis petit. Si on travaille, je ne sais pas si je fais une comparaison avec un cycliste, on fait du cyclisme, la musculature va être hyper sèche. Si on fait du hockey, la musculature va être totalement différente. Donc c'est clair et net qu'après un certain nombre d'années, un hockeyeur qui va commencer à faire du cyclisme, ça va être compliqué pour lui parce qu'il va être beaucoup plus lourd. Comme un cycliste qui du coup se retrouve à faire du hockey, ça va être compliqué parce qu'il va falloir vachement affiner le muscle. Donc c'est vraiment ça en fait ce que j'ai pu comprendre. Donc cette rythmique qui fait que cette puissance qu'il y a dans le corps, c'est ce qui m'intéressait. Cette puissance terrienne comme ça qui fait que ça... qui impressionne, qui est un autre... c'est vraiment une manière de travailler depuis plusieurs années différemment le corps. Ça, c'était quelque chose d'assez génial. Et sur place, j'ai eu un accident. Et je ne pouvais plus danser. Donc ça, c'était super. J'ai quand même fait les hôpitaux new-yorkais. C'est vraiment... Urgence et tout, avec, avec le beau Georges Clooney, tout ça. Non, il n'y avait pas le beau Georges Clooney. C'est ça. Non, j'étais dans l'hôpital, je crois qu'il s'appelait l'hôpital Roosevelt. Je crois que c'était ça. Il y avait des grosses pierres rouges. Et du coup, j'étais classée quand même dans les urgences. Mais les urgences sont au milieu des bureaux. Donc c'est vraiment comme s'il y a les ambulances qui arrivent. Il y a au milieu de open space de bureaux médicaux, 4 ou 5 sièges. Et puis en fait, là, il y a celui qui s'est fait couper le bras qui arrive en brancard. Vraiment à l'américaine. C'était assez comique ce petit passage aux États-Unis, ce petit passage à l'hôpital aux États-Unis. Et de là, en fait, j'ai commencé à visiter les musées, différents musées. Je suis encore resté un petit moment avant de me faire rapatrier parce que je pouvais pas danser pendant un petit moment. Et du coup, j'ai un petit peu allongé ma curiosité scénique et puis ma curiosité, on va dire, visuelle de tout ce milieu de peinture, de sculpture et tout ça. Mais la peinture et la sculpture, j'ai toujours fait ça en parallèle depuis que je suis petite. Donc c'est ce qui fait qu'il y a vraiment ce goût et ce travail artistique, scénographique que je mets dans mes spectacles. Donc je travaille pas mal de fois avec des décorateurs qui vont exécuter, qui vont construire, des constructeurs du décor. Mais le décor, la scéno, c'est moi qui la conçoit aussi. Par rapport à tout ça, si on saute tous dans notre DeLorean, puis qu'on repart justement quand tu étais petite fille, à quel moment, parce que tu nous as clairement dit c'est tellement important de commencer hyper jeune, mais c'est comme un peu tout, tu vois, le sport, tout ça, il faut commencer hyper jeune. Ouais. À quel moment, toi, tu t'es dit, ok, j'ai envie de devenir danseuse? Alors tu parlais de cette histoire de Michael Jackson, mais à l'âge à laquel tu as vu ça, tu te rendais pas forcément compte qu'il fallait commencer justement à ce moment-là. Qu'est-ce qui était le déclic? Quand j'ai vu Michael Jackson, j'étais déjà plus âgée que toute petite parce que j'ai commencé la danse, c'était l'expression corporelle, j'avais 3 ans. À 3 ans et demi, 4 ans, ça je me souviens, ça c'était l'anecdote qui fait que le côté un petit peu revendicateur et surtout ne pas faire
ce qu'on nous dit et qui m'a montré que c'était ce que j'avais envie et que c'était dans mes tripes, c'est que là, on avait un petit spectacle d'école de danse. Et puis en fait, moi, j'étais toute préparée avec mon petit spectacle. Mais je me souviens encore super bien à part ça. Et du coup, je devais faire un petit fantôme. Et j'avais une angine, mais malade, hein, mais 42 fièvres, angine et tout ça. Et j'entends ma mère appeler la prof de danse en disant voilà, Tania ne pourra pas venir, elle est au lit, elle a la fièvre. Et donc, en entendant le téléphone, j'ai embarqué, on était ici à Lausanne, j'ai embarqué mes petites affaires, mes petits chaussons, mes petits machins, et je suis partie à pied pour aller faire le spectacle. Et du coup, ma mère me retrouve pas, elle rappelle, et en fait, la prof de danse me dit mais elle est là. Donc du coup, moi, c'était exclu, fallait faire. Donc il y avait vraiment ce côté qui était déjà dans mes tripes de base. Je m'en foutais d'être malade, j'avais juste envie de pouvoir danser. C'était vraiment. Donc ça, c'est le premier jet qui fait qu'en fait, c'est vraiment quelque chose ouais, j'avais juste envie de le faire. Donc c'était vraiment. Ouais, c'est venu depuis petite, on va dire. Je sais pas, j'ai peut-être embarqué ça d'une vie antérieure, j'en sais rien. On a tous un petit peu le cliché, même américain dans les films où il y a toutes ces petites américaines en tutu rose qui font des arabesques, ce genre de trucs. Toi, à quel moment tu t'es dit, ok, il y a une ligne qui était devant toi, et puis tu nous as dit, ok, je prends le pari de faire ce sport-études. Mais à quel moment tu t'es dit, ok, c'est ça qui me fait vibrer, j'ai envie de vivre de ça, d'être une professionnelle tout simplement de la danse. Mais la danse, c'est depuis toute petite un moyen de communication. C'est comme une langue, hein. C'est vraiment c'est le langage du corps. Et j'étais hyper timide. J'étais vraiment hyper timide en étant petite. Et puis en fait, de communiquer les émotions, de communiquer. Après, c'est vrai que la génération de nos parents font que du coup, on n'était pas dans la communication. Mais j'ai vraiment pris la danse comme moyen d'expression, donc j'en avais besoin. Physiquement, c'est aussi un exutoire, donc ce qui veut dire qu'il y a le côté où on peut exprimer des choses, des émotions, des choses qu'on a en fond du bide, on peut pas mettre de mots dessus, mais ça sort. Et physiquement, on se pousse aux extrêmes comme un sport, donc ça sort aussi des tensions, des colères, des choses comme ça. Donc à ce moment-là, je pense que je le savais pas, mais c'était vraiment un besoin. Puis après, en fait, j'ai remarqué que j'aimais le faire, j'ai remarqué qu'on pouvait en faire un métier. Et j'ai vu qu'il n'y avait pas de quoi en faire ici en Suisse. Et là, c'est posé la question de qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que je reste ici en Suisse et je garde la danse à côté comme hobby ? Ou est-ce que j'ai envie de foncer et de partir dans le côté d'essayer ? Et puis c'est cette décision que j'ai prise petite. Je pense qu'à 11 ans et demi, on n'est pas hyper conscient de ce que ça va, ce que ça engendre comme sacrifice. Comme conséquence. Ouais, c'est clair. Et j'avais la possibilité de revenir. Mais je savais que il y avait un choix qui était soit je restais, parce que ma famille était ici. Hein, donc il y avait vraiment ce côté, soit je revenais, parce que c'était très dur d'être séparé vraiment du côté parental. Soit je revenais et je laissais tomber dans ma tête. Je laissais tomber la danse. Je pouvais pas partir dans ce métier-là. Soit je restais sur place, je serrais mes dents et je fonçais. Mais c'est ce que j'ai fait. Alors, justement, si, comme tu as dit, c'est dur de quitter la famille. Ouais. Lorsque tu as annoncé à tes parents que tu allais partir. Alors, je ne l'aurais pas annoncé parce que c'était en discussion avec eux. C'est-à-dire que du coup, il y avait vraiment ce côté où, en faisant les spectacles de danse, mes parents étaient là. Ma mère m'a amené au cours de danse. Donc, ils étaient vraiment... ils m'ont suivi. Et en fait, il y a eu ces discussions avec la prof de danse, ces possibilités de pouvoir faire d'autres choses. Elle était au courant de tout ce qui se passait aussi ailleurs et des autres possibilités. On avait eu, c'était rigolo, j'avais une petite émission télévision. Les jeunes talents à l'époque, et puis du coup j'étais passée ils étaient venus à la maison, donc mes parents étaient au courant. C'est eux qui m'ont laissé la possibilité d'y aller. Justement par rapport à ça, toi tes parents, qu'est-ce qu'ils faisaient? Est-ce qu'ils étaient aussi... Parce que je dis ça dans la talent aux musiciens, quand les musiciens arrivent devant leurs parents qui disent écoute papa, maman, j'ai envie d'être musicien, pro, avec un amour tout paternel ou tout maternel, les parents mettent la main sur l'épaule en disant mais c'est quand que tu vas faire un vrai métier. Alors comment ça s'est passé pour toi justement par rapport à tout ça Il y a quand même ce côté où
il y a eu un petit passage avec mes parents quand j'ai fini mes études de danse, on va dire, et qu'il a fallu rentrer dans les auditions, dans la réalité des choses que je pense qu'eux n'imaginaient pas, parce que tant qu'on reste dans les études, on a les horaires scolaires, on va dire. Et à partir du moment où on rentre dans les auditions, on rentre dans un autre stress, on rentre avec un rapport financier, avec des contrats qui sont courts et avec des horaires de travail qui sont plutôt... quand on est en période de répétition, on a des horaires qui sont de journée. Mais quand on commence à rentrer en horaire de soir et en horaire de filage, qui sont les pré-spectacles, là, on rentre sur des horaires de soir et on finit. Et donc, du coup, d'avoir leur fille de 18 ans qui rentre à 1h du mat après avoir bossé et du coup qui se lève à 11h pour repartir bosser, ça a été spécial pour eux. Il y avait ce côté où il faudrait peut-être te lever, t'as une tiroflante, ou du coup, l'horaire... le fait de rentrer dans la vie professionnelle, ça a été un peu complexe pour eux. Tant que ça restait dans le côté scolaire, mais après, puis pour finir, ils ont dû s'adapter. À un moment donné, ils voulaient justement que, ça c'est drôle, ils voulaient justement que je fasse des études à côté d'anglais pour que je puisse avoir mon first, au cas où justement le côté danse, ça allait pas. Donc ils étaient vraiment, mais moi, hyper bornés. Je leur ai dit, mais moi, j'ai trouvé une compagnie qui me plaît. Il y a des répétitions le matin, on a l'échauffement le matin, on a répétition, je suis partie, c'est pour devenir danseuse, c'est pas pour faire mon first en anglais. Et du coup, ils m'ont quand même inscrit au first en anglais. Je dis, mais ça sert à rien de m'inscrire, je n'irai pas, j'irai à mes répétitions. Je dois bosser sur mon corps, on a des échauffements à faire, je peux pas... Et donc, en fait, je leur ai dit, j'irai pas. Mais ils m'ont inscrit en pensant que j'allais y aller. Et en fait, pendant 3 mois, je suis pas du tout allée. C'est l'école qui a appelé 3 mois plus tard en disant, écoutez, vous payez dans le vide. Elle n'est jamais venue. Donc du coup, c'était vraiment ce côté têtu. Donc ça aurait été mieux si c'était avec totalement l'accord. Mais en fait, en gros, vu que j'avais décidé de vraiment foncer là-dedans et pas de revenir à 11 ans et demi, donc quand je suis repartie, c'était 12 ans et demi, de revenir dans le cocon familial et de rentrer dans un autre cadre et d'avoir la danse à côté, j'avais tellement décidé que c'était OK, donc je fonçais avec eux ou sans eux. Ce qui est hyper intéressant que tu disais, puis on va refaire un parallèle par rapport à la musique. T'es une fille, et puis on a reçu beaucoup de chanteuses qui disaient, écoute, moi, le fait de faire de la musique, c'est un petit peu un prolongement, parce que c'est plus féminin d'avoir un journal intime, de parler un petit peu, de coucher comme ça sur papier ses émotions. Est-ce que pour toi, la danse, ça a aussi été un petit peu ça, parce que tu parlais clairement de sortir un petit peu tes émotions. Alors quand t'es chanteuse, c'est quand même vachement plus facile, il y a des mots. Toi, comment est-ce que tu te sens pas un petit peu limité par ton corps, par le moyen d'expression, de pouvoir justement exprimer tes émotions, entre guillemets, paire de guillemets, seulement avec ton corps? Non, alors je me sens pas limitée seulement avec le corps. Après, en effet, en vieillissant, le corps a ses limites. Il y a des moments donnés où j'aurais envie d'exprimer quelque chose qui est hyper violent, où il faudrait qu'on saute et je peux plus sauter la même chose. Il faudrait qu'il y ait des pirouettes, des trucs qui soient fracassants. Alors du coup, je peux le faire interpréter par d'autres danseurs. Ça, c'est vrai qu'il y a un côté frustrant avec ça. C'est vrai qu'un écrivain, du coup, il n'a pas un problème de main qui fait qu'il peut plus écrire certaines choses. Donc oui, il y a ce côté maintenant, mais en fait, le corps, c'est vraiment comme une langue. Donc en fait, c'est même illimité. On peut même inventer les mots. Si j'ai envie d'inventer un mot inexistant dans le vocabulaire français qui est limité, parce que je veux dire, du reste, j'invente des mots. Je fais des espèces de mixtures. On peut inventer, on peut vraiment inventer des choses. Donc il n'y a pas de limite là-dessus. Après, c'est vrai que il y a ce côté où quand on regarde un spectacle de danse, on peut comprendre l'émotion, on peut comprendre le groupe ou ce qui se passe sur scène, la ligne. Mais concrètement, il y a des fois où on a envie de dire des choses très précises. Et c'est là que j'ai intégré le mot. Parce qu'après, j'ai eu, quand tu me disais, si je reviens sur le fait que comment j'ai mélangé les trucs pluridisciplinaires, il y a eu ce côté où à 18 ans, j'ai eu monstre problème. Donc il y a eu accident aux États-Unis, après je suis revenue, après 19 ans, en octobre, j'ai 19 ans, accident, opération du dos. Je savais pas si j'allais pouvoir redanser du tout et j'ai pu redanser, mais en ayant perdu 30% des capacités de mon dos, de la souplesse de mon dos et tout ça. Donc il a fallu que j'arrive là-dedans un peu différemment. Et c'est là que j'ai eu la chance de travailler avec une chorégraphe où on était sur des solos. Elle avait pris plusieurs danseurs, on avait plusieurs solos. Et puis son mari était metteur en scène. C'était Raoul Techer. Et elle me dit, est-ce que tu serais OK qu'on tente avec Raoul le personnage et qu'on aille dans un côté théâtral? Je dis, go, on essaye. Et c'est avec Raoul et
Marianne, que du coup, on a pu. J'ai fait mes premières expériences, donc j'avais 19 et quelques, de mélanger la danse et d'utiliser le personnage avec le mot. Et ça, j'ai trouvé génial parce qu'on peut mettre toute l'émotion qu'on veut avec le mouvement, une chose mélancolique ou un truc de joie qui est vraiment communicatif, et on peut rajouter encore du mot pour encore aller plus loin dans la précision de ce qu'on veut dire. C'est là que j'ai rajouté le mot. Donc non, je me sens pas du tout frustrée. Après, je vois que la dernière création que j'ai faite, là, j'ai écrit. C'est-à-dire que sur la dernière création, c'était, on va dire peut-être même la création un petit peu la plus précise, où je raconte plus narrative de passages de vie en fait, qui sont, certains m'appartiennent, d'autres appartiennent à d'autres personnes, mais c'était sur Où est Charlie, c'est le dernier spectacle qu'on a monté pendant le Covid, qui devait être fait début Covid et qui en a repoussé 10 fois. Parce qu'on avait 2 lieux, donc 5 fois dans un lieu, 5 fois dans un autre, pendant 1 année et demie. Et c'est la dernière création sur laquelle j'étais, en fait, parce que là, on est sur d'autres choses, mais ça, c'est la dernière. Et là, en effet, il y avait ce côté où j'avais des textes très précis, puisque les histoires qui étaient là, je savais exactement comment c'était, j'avais totalement la narration, puisque j'en avais certaines, je les ai vécues, d'autres c'est vraiment des amis proches, et je me suis dit ok, écris. Donc je suis partie en fait en enregistrement pour pouvoir écrire. Donc j'avais mon dictaphone partout et je racontais tout dans mon dictaphone, les trucs, les idées, les machins. Après il y avait toutes les émotions qui pouvaient se relier, et donc de là j'avais je sais pas combien d'enregistrements, et j'ai bossé avec le compositeur avec qui je bosse, Jérôme Bor, avec qui je bosse depuis plusieurs années. Et du coup, de là, en fait, il a tout mis, les enregistrements que j'ai pu faire, donc vraiment tel un journal intime, parce qu'il y a eu même des fois où je me suis dit, il faut que j'enregistre tout. Donc il y a eu même des trucs où j'étais très énervée de certaines situations, et donc j'étais avec mon petit truc qui n'était pas un journal. Donc j'enregistrais tout, en me disant, ça peut peut-être être intéressant, parce qu'il peut peut-être y avoir des trucs à remettre dedans. Donc pendant 1 année, j'enregistrais tout. Et on a mis tout sur l'ordinateur, et Jérôme me disait, mais il y a des moments donnés, je t'écoute, mais je suis amoureux de ce que tu dis, puis il y a des moments donnés, mais c'est pas possible, on a juste envie de te secouer, tellement c'est pas vrai, quoi. Et mais on s'est tapé, je ne sais pas, on doit avoir 380 enregistrements qui vont de 1 minute à 10 minutes, qui du coup on a filtré, et qui ont permis à la fin de monter tout le spectacle avec une trame, avec une histoire. Donc après j'ai réécrit ça pour qu'on puisse l'avoir pour le travail, parce que du coup il y avait un comédien dedans aussi, et du coup là il y a eu aussi un travail de texte qui a été fait avec le comédien. Donc sur cette création, la dernière, c'était la première fois que j'écrivais réellement un texte. Donc il y avait de la danse et il y avait un texte supplémentaire avec une scénographie dans laquelle on était avec 460 chaussures. Ça, c'était Massenou. 460 chaussures. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir par rapport à ça. Puis on va de nouveau faire le parallèle avec le sportif. Tu parlais, la blessure. Oui. Toi, qu'est-ce qui se passe dans ta tête au moment où il y a le Toubib qui arrive devant toi qui dit c'est ça, exactement. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? J'en ai eu 2. Celle que j'ai eue, la première que j'ai eue... Alors, je me suis fracturé l'ischio, donc c'est le petit os qu'on a quand on s'assied et puis qu'on dit qu'on a l'os des fesses pointues, là. C'est ce petit os-là. Premier, j'ai fracturé celui-là qui s'est pas bien soudé, en fait, donc qui s'est mis de travers. Et puis, quand je suis descendue aux États-Unis, je suis retombée, parce qu'il y a ce côté où, pour moi, quand on est en répétition, alors j'ai un côté casse-cou, un petit peu moins maintenant parce que je peux plus faire la même chose, mais du coup en répétition on pousse le corps aux extrêmes pour voir la limite. Donc comment on va sauter, on va aller au plus loin, jusqu'à ce que le corps puisse pas, ou qu'on tombe, ou que voilà, c'est bien l'endroit où on peut tomber, c'est on répète. Donc on pousse aux extrêmes. Donc moi j'ai toujours ce côté un peu casse-cou de pousser aux extrêmes. Et puis du coup là j'ai refracturé, donc double fracture aux États-Unis, et il me parlait tout en américain, je comprenais rien des termes médicaux, mais je comprenais rien du tout. Donc j'étais j'avais quoi, 17 à ce moment-là, 17, 18. Du haut de mes petits 17 ans, 18 ans, où je comprenais pas mal l'anglais à ce moment-là, mais alors les termes médicaux, je comprenais rien. Et là, j'ai compris que, en gros, je vais aller devoir arrêter la danse. Mais c'était de la science-fiction. C'était là, ça se remettra en place. Et en plus, alors, avec ce côté où c'est annoncé en anglais, on comprend pas exactement, donc ça permet d'avoir suffisamment de recul. Donc voilà, donc pour moi c'était clair et net, c'était ça va se remettre, on va peur que ça se remette et je vais continuer, point, c'est tout. Il n'y avait pas de peur que ça... Et je sais ce que j'ai fait. Est-ce que justement tu as vaincu l'impossible parce que tu savais pas que c'était impossible?
C'est possible à ce moment-là que j'ai vaincu l'impossible, oui. Ça, c'est certain. Après, le corps a fait que ça s'est remis en place et que oui, ça aurait pu se remettre en place mal. Il y a en effet des séquelles dans le muscle qui est attaché, qui fait que j'ai plus de douleur à certains moments. Après, il y a eu en effet 19 ans l'opération du dos, où là, on m'annonce concrètement que j'étais dans les plus jeunes opérés du dos à ce moment-là, sur le canton de Vaud. Donc là, c'était clair et net. J'avais 80% de ne plus pouvoir danser et 50% de ne pas pouvoir remarcher. Donc là, c'était clair que dans ma tête, c'était je vais faire partie des 50% qui va pouvoir remarcher, et puis je vais faire partie de ceux qui vont pouvoir redanser, parce que du coup, c'est ce pourcentage-là. Et je vais tout faire pour que ça se passe. Donc en fait, je me suis vraiment boostée. Là, on a vraiment ce côté mental du sportif qui fait que on peut nous dire tu vas pas y arriver, il faut tant de temps. C'était clair et net que moi, j'ai boosté mon mental pour pouvoir y aller. Alors oui, j'avais perdu 30% de mon dos. Il m'a fallu du temps pour me remettre. Alors maintenant, les opérations comme ça se passe beaucoup plus vite. Mais à ce moment-là, c'était quand même... ça fait 2 semaines d'hôpital, possible de marcher, j'étais alitée pendant 6 semaines. Non, c'était pas simple, quoi. Mais après, il y a d'autres personnes qui ont d'autres choses plus. Mais c'était un cadeau, je veux dire. Pour moi, ces accidents, c'était des cadeaux. Parce que sans ça, je me serais pas intéressée au personnage, mais à rester que sur l'esthétique extérieure, physique, puissance du danseur, l'interprète. Et de devoir aller chercher ailleurs, et non pas que dans la force ou dans l'esthétique physique, m'a permis de réaliser que le corps, à un moment donné, s'arrête. Parce que quand on commence les écoles de danse, on nous dit pas qu'à 40 ans, à 35, qu'il va falloir projeter autre chose. On est persuadé que ça va durer toute sa vie. C'est comme quand on est jeune, la mort, on est jeune, quoi. C'est la même chose. Donc du coup, là, il y a une conscience que le corps peut s'arrêter à un moment donné. Et ça m'a amené à vraiment trouver le fond, d'aller vraiment dans le fond. Donc, qu'est-ce que je veux dire ? Que veut dire le mouvement ? Et comment le dire avec peut-être un peu moins de souplesse dans mon dos ou différemment, et d'apprendre à utiliser ça différemment. Et c'est là que je suis arrivée avec le théâtre. Et du coup, il y a vraiment cette importance du personnage. Et du coup, il y a le fond et la forme. Et cet accident m'a permis d'aller chercher le fond et la forme. Alors, si j'avais pu le faire sans cet accident, mais on dit que la vie, on dit qu'il n'y a pas d'hasard. Donc, il n'y a que des rendez-vous. C'est juste. Et là, franchement, un peu trash, mais donc, elle l'a fait en entonnoir, la vie. Elle nous l'amène calmement. Puis quand on ne comprend pas, c'est bien, pourquoi on le capte. Donc je ne regrette absolument pas. Très bien, ça fait un petit moment qu'on bataille comme ça sur l'antenne de Redline Radio. J'ai envie de vous proposer une petite respiration musicale, tous et toutes. Et puis on parle beaucoup de Lausanne. J'ai envie de vous diffuser un groupe lausannois, c'est bien sûr Marvinka, le titre Funkovia. N'hésitez pas, l'ensemble de nos chats sont ouverts. Ça se passe sur notre chaîne YouTube, ça se passe sur la page Facebook de Redline Radio, ainsi que celle des 3 mousquetaires. Si vous avez une question, un commentaire à notre invité, ça se passe ici. Voilà, Marvinka, le titre Funkovia. Excellente soirée, on se retrouve exactement dans 3 petites minutes. À tout de suite. One day looking back, I can find you. I'd like to wrap this track
morning, everybody will feel better, better, feel better. Come around, without I feel down from the ground. Please wake me up for the sound. Come around, without I feel down from the ground. Please wake me up for the sound. Come around, without I feel down from the ground. Please wake me up for the sound. Come around, without I feel down from the ground. Please wake me up for the sound. Retrouvez Redline Radio sur toutes les applications radio. TuneIn, Radioline, ainsi qu'Online Radio Box que vous trouverez sur vos plateformes de téléchargement habituelles. Redline Radio, partout avec vous. Redline Radio. The best radio. Redline Radio. Il y a des choses dans ce monde qui méritent qu'on se batte pour elles. Nous sommes des guerriers. C'est tout ce que nous sommes. C'est tout ce que nous savons faire. Retrouvez les 3 mousquetaires chaque dimanche avec un invité décapant à 20h17. Tous et tous pour Et oui, tous pour Redline Radio. On aimerait saluer Gabriel qui se retrouve sur notre live YouTube. N'hésitez pas, une question, un commentaire, ça se passe sur YouTube, sur la page de Redline Radio et ainsi que celle des 3 mousquetaires. Ce soir, on a la chance, si tu débarques à l'instant sur Redline Radio dans l'émission des 3 mousquetaires, on reçoit Tania de Paola qui nous parle avec une passion. T'es arrivé dans ce studio, puis on sent que tu parles de ça, c'est incroyable, ça transpire, c'est magnifique. J'aimerais qu'on revienne sur le fait que maintenant, t'es plus capable de forcément faire toi-même ce que t'aimerais exprimer. T'es obligé d'avoir un acteur ou un danseur. Comment est-ce que tu fais pour un petit peu partager ton esprit, parce que tu nous as dit durant cette émission, des fois j'invente des mots qui n'existent pas. Comment est-ce que tu fais pour un petit peu transmettre t'as pensé comme un réalisateur vidéo qui devrait rentrer dans le cerveau d'un musicien pour la réalisation de son clip. Comment est-ce que tu fais? Alors, ça serait bien que je puisse avoir les interprètes, des danseurs, des comédiens avec moi, parce que on va dire qu'à un moment donné, ils doivent apprendre mon vocabulaire. Parce que vraiment, je pense que c'est je vais faire des bruitages. Quand j'arrive plus à trouver le mot, je vais dire tu vois, j'aimerais un truc qui fasse, tu vois, tu fais, donc je fais des bruitages, beaucoup de bruitages. C'est un métier, hein. Ah oui, c'est un métier. Ouais, On entend nos louches justement dans le jingle. Donc je sais que je vais pas mal utiliser le son. Donc je vais dire, avec ton pied, tu fais tac 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 tac. Tu vois, c'est pas la même tac 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 tac. Donc j'utilise des mots. Et du reste, le compositeur, c'est assez rigolo parce qu'il a pris des moments donnés où je fais des bruitages. J'ai vraiment cette espèce d'habitude de faire des bruitages pour faire un morceau qui était dans un des autres spectacles, qui était Mesmer. Mais je reviens juste. Du coup, je vais expliquer le mouvement en montrant le mouvement sans aller hyper à fond, en fait. Après, ça, c'est vraiment... le danseur, il est habitué à ça. Avec le metteur en scène, par exemple, va dire tu te déplaces de là à là, tu mets cette intention-là, tu vas parler comme ça, fais attention à il va pas forcément redire tout le texte. Le danseur, c'est la même chose. Il va pouvoir montrer, dire le nom du mouvement, regarder comment expliquer le mouvement. Et puis, du coup, il y a aussi ce côté où je sais l'émotion que j'aimerais dire à ce moment-là. Donc, le danseur, chaque personne a un autre physique. On a tous des physiques différents. Donc moi, le mouvement qui va vouloir dire que ce moment-là est quelque chose de mélancolique, je vais utiliser peut-être beaucoup mes bras, mais peut-être que la personne en face que j'ai choisie va peut-être utiliser un truc beaucoup plus serpent avec tout son corps ou avec ses jambes. Donc en fait, je vais aller chercher chez elle quelle est sa manière de bouger pour dire le mot que je veux dire, pour dire le mouvement. Donc c'est vraiment
je compare vraiment ça à de la sculpture. On sculpte avec l'interprète. On choisit avec qui on a envie de travailler. On choisit la matière, l'histoire, l'émotion qui veut être dite, et après on travaille avec. D'imposer le mouvement, c'est une chose, mais à ce moment-là, si on impose le mouvement, on risque de quelque chose de chorégraphique qui est beaucoup plus esthétique, de groupe qui est très beau aussi. Mais du coup, comme moi, j'aime aller dans les personnages, j'aime vraiment regarder pour que ce mouvement puisse... comment le danseur, l'interprète, va pouvoir retraduire ça avec son corps. Par rapport à ça, il y a déjà une interprétation, ce que tu as dans ton cerveau, qui doit aller dans un de tes artistes. Ouais. Ça, il y a déjà, je pense, une distorsion potentielle qui, toi, va te convenir peut-être. Mais après, comment est-ce que toi, tu gères la distorsion qu'il y a entre ton gars qui danse ou ta nana qui danse et le public? Parce que là aussi, l'interprétation est là aussi propre à chaque personne. Le rapport de ce qui se passe sur scène au public, ça c'est, je vais dire, le plus simple, d'une certaine manière. Parce que quand on présente le spectacle, il est abouti, on a été là où on a voulu, le tableau est fini. Donc en fait, après, c'est le public qui va prendre, ne pas prendre, comprendre, ne pas comprendre, aimer, ne pas aimer. Et ça, moi, j'ai rien à distordre le cerveau. On peut en parler après, comment ils ont ressenti, puis en même temps le ressenti, moi je l'ai transmis de cette manière, mais le ressenti peut être aussi autre, et je vais découvrir une manière d'avoir dit quelque chose en me disant tiens, j'ai pas, parce qu'il y a plusieurs degrés, donc voilà. La distorsion, elle est vraiment plutôt entre le moment où tout ce qui est dans ma tête doit être expliqué avec les personnes avec qui je bosse. Donc c'est vraiment l'importance aussi d'être avec une équipe de création. Généralement, c'est une équipe de personnes qui me connaissent, parce que j'ai vraiment un langage où les premiers temps pour bosser avec moi, il faut, en effet, il y en a qui m'ont dit putain, on n'aimerait pas être dans ta tête. Non, il y a des fois quand je suis en période de création, ça c'est assez fréquent, mais les gens qui n'ont pas bossé avec moi le savent pas. Les gens qui ont bossé, ils le savent. C'est pas tout le temps, mais ça m'arrive automatiquement une ou deux fois dans les répètes. Je continue de créer durant la nuit, je rêve de la suite, mais vraiment. Et donc j'arrive en répète en étant persuadé que ce truc-là, il a été fait. Donc je dis on reprend depuis là. On l'a pas travaillé, il m'a arrêté. Non, on a fait ça hier. Non, on n'a pas fait ça. Et je peux rester fixé. Non, mais c'est bon. Là, c'est bon. On a fait ça hier. Voilà. Donc il y a des petits trucs où tout d'un coup, ça c'était un de mes assistants qui m'a dit Tania, non, ça t'as dû. Donc on va me faire. Ok. T'as rêvé? Puis là, je vais faire ah ouais. Alors on en était où exactement hier? Donc il y a des petits trucs comme ça qui font que ça. Il y a vraiment ce côté d'importance de pouvoir communiquer. Et en effet, ça leur demande à eux de pouvoir aussi comprendre. Mais en effet, c'est compliqué de tout expliquer, tout ce qu'on crée dans une tête. Déjà, c'est compliqué d'expliquer des émotions de base. La communication de deux personnes est déjà complexe pour des visions de voir les choses, voilà. Mais alors, pour expliquer encore une création qui n'est pas là et qui est dans sa tête, c'est un peu dissociatif. Comme... Et quand on parle de spectacle, bien sûr, il faut choisir le danseur ou la danseuse. Ouais. Comment ça se passe? Alors, donc, comme je mélange... c'est pluridisciplinaire, donc je bosse avec des danseurs, je bosse avec des musiciens, avec des comédiens, avec des circassiens, des chanteurs aussi. Il y a eu autant je mélange, je peux mettre du break ou je peux mettre du flamenco, ça dépend un peu les créations. Donc je vais déjà ma création, l'idée, le concept du spectacle, le sujet dans lequel je veux aller va se mettre en place. De là, je vais regarder quel genre d'interprète j'aurais besoin pour chaque rôle. Est-ce que c'est un musicien? Est-ce que ce serait plutôt un comédien? Est-ce que ce serait plutôt un danseur? Bon, ils ont tous ce côté, à part ça, pluridisciplinaire, parce qu'il y a vraiment le fait de pouvoir aussi se mettre à la place des autres. Ça, dans la période de travail, c'est important de pouvoir avoir la notion de ce que ça demande comme travail, ce qui n'est pas notre... On peut être comédien, du coup il y a un apprentissage du texte qui va prendre du temps avant, après, et puis il y a besoin de faire des pauses. On peut pas être... Tandis qu'un danseur, il va vraiment apprendre le mouvement sur le moment. Donc il y a vraiment des manières de travailler. Le musicien, il va devoir apprendre ses partoches avant de pouvoir venir sur place. C'est vraiment des corps de métier différents.
Voilà, je me suis perdue. C'était quoi déjà la question de base? Comment ça se... oui, alors donc je disais, comment ça se passe pour... Choisir. Choisir, Ouais. voilà. Donc, ça dépend. Il y a des fois, il y a des interprètes où je sais que pour la prochaine création, ça va être exactement lui. Il y a les personnes avec qui j'ai travaillé, je vais déjà regarder dans les personnes avec qui j'ai travaillé. Il y a des fois où j'ai besoin vraiment d'autres personnes, et là, je vais faire des auditions. Je vais aussi aller regarder des spectacles. Il y a des personnes, je vais aller voir sur scène, parce que je trouve que les auditions, c'est juste horrible. On perd à 50% de nos moyens, c'est juste une horreur, même si on reste en petit comité, même si on a envie que ça soit quelque chose de léger et tout ça, on a beau essayer de mettre le cadre le plus agréable possible pour que la personne puisse nous donner ce qu'elle a, on perd et ils perdent, et du coup c'est peut-être le petit truc qui peut être perdu lors d'une audition, peut-être le diamant de cette personne. Et ça, donc je suis pas fan. J'essaye d'être le moins possible dans les auditions. Donc je vais pouvoir aller regarder des spectacles, regarder des danseurs. Ils sont pas au courant de celui-là. Je peux avoir un flash sur quelqu'un et je vais contacter la personne, le comédien, le musicien, le chanteur. Ouais. Lausanne est une ville assez connue justement pour la danse, Ouais. parce qu'il faut savoir que tu me demandes de citer le danseur ou les danseurs les plus connus, des plus grandes stars. Je suis capable de t'en citer aucun. Mais parce notre lausannois, notre chorégraphe lausannois. Lui, Béjart, tu peux- bah ouais. mais c'est Ah, le voilà. seul. Mais c'est Ouais. le seul. Ouais. Par contre, immanquablement, c'est sûr que dans les clips, dans les concerts, Ouais. les danseurs, vous avez une place qui est hyper prépondérante. Ouais. On vous voit beaucoup, puis clairement, vous amenez vraiment, vraiment beaucoup, autant que le gars qui fait la lumière, ce genre Ouais, de ouais. choses. Comment est-ce que toi, tu vis ce fait d'être un petit peu quand même, pas mis de côté, mais pas autant mis en avant que typiquement un guitariste ou... pourtant, vous faites quand même partie à part entière du spectacle. Alors Si ce après, n'est plus. ça dépend. Si tu regardes le côté clip avec le danseur qui va être sur scène ou on va te dire, imager une chanson, et puis du coup, en effet, tu as les musicos qui sont là, et puis du coup, ils sont physiquement tout le concert présent, et puis nous, on vient comme un côté décoratif, explicatif. Ça, ça fait partie. C'est comme si tu décides de mettre une projection vidéo à ce moment-là. Les gens qui sont dans la projection vidéo, ils vont pas être hyper visibles d'une certaine manière parce que c'est momentané. Maintenant, si tu décides de faire une scénographie de ton concert, tu as une mise en scène de ton concert, que tu veux qu'il y ait une vidéo, que tu travailles avec des comédiens, que tu fais tout un truc conceptuel, je sais pas, parce que je t'invente le truc parce que j'en ai pas vu comme ça, mais du coup, tu vas automatiquement t'arrêter sur ces personnages qui sont dessus. Là, si tout d'un coup, tu mets des danseurs, réellement, pas juste à faire des mouvements, pas juste à, moi j'appelle, gigoter là, ce qui est sympa, hein. Ils font des mouvements, c'est joli, ça anime, ça Tu ça parles, met de le cadre, tu quoi. parles de gigoter, il y a Ouais. quelque chose, une petite aiguille qui gigote régulièrement sur une pendule, et c'est bien sûr celle-là. Bienvenue sur Redline Radio. La radio qui prend soin de vos oreilles. Bienvenue sur Redline Radio, il est exactement 21h. T'écoutes Redline Radio. Redline Radio, la touche fraîcheur de votre été. 5 ans que Redline Radio prend soin de vos oreilles. 5 ans que nous vous divertissons à travers nos émissions. L'occasion de vous remercier? Vous êtes 15 000 en moyenne à nous écouter quotidiennement. Merci de votre fidélité. Redline Radio, la radio qui prend soin de vos oreilles. Tu veux devenir mousquetaire? Eh bien, vas-y, c'est à toi. Un pour tous et tous pour un! Et oui, les bruitages, comme ça, c'est vrai que c'est un métier, en tout cas, dans le cinéma. Ce soir, on a la chance de recevoir Tania de Paola qui nous parle de sa passion pour la danse, la scénographie. Enfin, elle fait plein de choses. On vous invite, si vous débarquez à l'instant, à la fin de cette émission, à aller sur l'ensemble de nos réseaux sociaux et regarder l'émission depuis le début. On en était au personnage qui gigote. Comme Oui. ça, j'aime cette expression. Lors d'un concert, les danseurs, moi, je trouvais qu'on faisait pas assez attention
aux danseurs. Oui, c'est pas de vouloir dénigrer, c'est simplement qu'il y a vraiment une manière de faire. Par exemple, il peut y avoir des compositeurs qui vont faire une musique de fond pour accompagner quelque chose. Il y a des musiciens qui vont être en musique de bar, qui vont pas être... Donc, en fait, quand on fait quelque chose, on sait pourquoi on le fait. Si je sais que j'ai besoin, qu'on me propose de faire un clip où il va falloir que je danse, je vais faire un clip. Donc, il n'y a pas de non, c'est la même chose. Si un musicien doit venir et puis en effet aller à un mariage ou je sais pas, ou faire un truc de guitare sur une émission télévision pour qu'il y ait un petit truc d'ouverture, musique d'ouverture, je sais plus comment ça s'appelle. Un générique. Un générique, voilà, merci. On le verra pas, on saura pas forcément qui c'est. Peut-être qu'il est même pas cité parce qu'on va citer le compositeur. Et personne ne saura que. Mais c'est la même chose pour la danse. Il y a des moments donnés où quand un danseur est sur scène, il a toute la place et à un moment donné, il est juste. Donc c'est pas en dessous de la musique. Et j'aimerais faire un gros big up à la Rai Douai parce que ça illustre, ça illustre assez bien ton propos. C'est que le groupe Muse, qui est un groupe très connu, ils jouent eux tout le temps. Ils jouent le morceau et puis là, la Rai leur a imposé de faire un playback. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont swappé chacun. Enfin, le batteur était à la place du chanteur, le chanteur était à la place du bassiste. Et on retrouvait, et personne s'est rendu compte de rien. Et la présentatrice, en fait, interviewait le batteur en pensant que c'était le chanteur de Muse. Moi, je trouve ça absolument incroyable. Comme quoi, l'avait même pas reconnu physiquement. Elle avait même pas reconnu, donc comme quoi. Ce soir, on a la chance justement de recevoir Tania De Paola qui nous parle de sa passion. On a une question d'internet, Gabriel qui nous dit: qu'est-ce que toi, en tant que pro de la danse, tu penses de la Zumba? Alors, la vérité, c'est que je connais pas vraiment. Donc, j'ai vu, mais je connais pas vraiment. Donc, je peux pas dire grand-chose de ça. Je pense que c'est un style de danse. Quand on est danseur, on connaît pas. Les gens ont l'impression que quand on est danseur, on connaît tous les styles de danse. Mais moi, je suis pas capable de faire je peux créer du tango. Je peux regarder du tango, imaginer. Je sais comment ça se compte, mais je vais être incapable de faire du pur tango. Comme je vais être incapable de faire une pure, je sais pas, rumba ou. Il y a vraiment les danses de salon. Il y a les danses. Je suis incapable aussi de faire du hip-hop. Mais je sais ce que c'est. C'est marrant pour une danseuse qui voulait être danseuse de Michael Jackson. Oui, bah voilà. Du coup, c'était vraiment le côté théâtral, je pense, qui était vraiment le côté musical, rythmique, l'expressif. Il créait, il dansait, il dirigeait. Je pense qu'il y avait le côté où il avait son histoire, le concept. C'était ça qui à mon avis, me plaisait. Mais c'était encore pas su comme ça. Mais en revenant sur la question, du coup, je peux pas dire grand-chose à part le fait que je vois la Zumba comme je pourrais regarder une rumba. Alors désolé comment Gabriel, je crois. Désolée si je peux pas, si je compare la Zumba à la rumba, mais du coup je peux pas vraiment dire ce que j'en pense. Par rapport à tout ça, c'est vrai qu'à Lausanne, on en revient, on a ce Grand Prix de Lausanne. Oui. Est-ce que pour toi aussi c'est un truc, une espèce de source de, tu peux aller faire un peu le bon poisson, j'ai envie de dire potentiellement dans ce que tu pourras avoir comme besoin d'un danseur classique, par exemple? Alors, quand j'étais à l'école de danse en France, du coup, on nous préparait pour faire le Grand Prix de Lausanne. Hein. C'était vraiment... on te préparait pour un prix dans ta ville. Oui, parce que... Extraordinaire. Parce que c'était à cet endroit-là qu'il y avait le prix de Lausanne et c'était en effet, les grandes compagnies viennent chercher les meilleurs danseurs. Donc, moi, je ne vais pas au Grand Prix de Lausanne pour aller chercher un danseur, en fait. C'est vrai. Je regarde le côté physique, je vais vraiment aller plutôt dans des spectacles. Le côté où ils sont... c'est des superbes danseurs, mais je ne me suis pas retrouvée, en effet, à aller au Grand Prix de Lausanne chercher un danseur. Je pense aussi le fait que le Grand Prix de Lausanne, il y a vraiment des compagnies qui sont des compagnies installées, qui sont des compagnies in, et qui peuvent amener un contrat de 10 mois aux danseurs. C'est ce que va chercher le danseur de base. Moi, j'ai une compagnie qui est off. Ça veut dire que je n'ai pas de spectacle et on n'est pas à l'année. C'est-à-dire que je travaille à l'année, ça c'est clair, mais que le temps de répétition, le temps de création et tout ça, on n'est pas annualisé. On est vraiment on va dire des saisonniers. Il y a vraiment cette différence du off et du in. Donc c'est vrai que au Grand Prix de Lausanne, il y a quand même plus de personnes et je pense que les danseurs ont envie d'aller dans du in, ils n'ont pas envie de partir dans du off. C'est après qu'en fait on s'aperçoit que on peut pas être tout le temps dans le in.
par rapport à tout ça. Moi, j'ai aussi un film que j'aime beaucoup, c'est Billy Elliot. Ah oui. Est-ce que c'est un film qui, moi, Ouais, me touche moi, j'ai vraiment. adoré. Je pleure chaque Ouais, fois ouais. devant ce film. Non, non, il est top, j'adore. Est-ce que pour toi, c'est un petit peu représentatif de entre guillemets, la vraie vie d'un danseur, hein? Bah, c'est une histoire, mais je dirais que les histoires dans le cinéma sont résumées de la vie réelle. Il y a beaucoup plus de la vie réelle que c'est encore plus dense, on va dire. Oh, elle est jolie, celle-là. Je m'aperçois. Mais du coup, oui, ça, c'est son chemin de vie. Il y a peut-être un autre danseur qui va arriver. Mais oui, on doit commencer tôt. Oui, on doit quitter les parents. Oui, ça demande aux parents. Ces écoles de danse sont pas forcément à l'époque financées par la commune ou comme ça. Donc ça demande en effet aux parents certains sacrifices financiers. Ça, c'est clair. Donc après, ça dépend vraiment de quel... on va dire, statut social. Les enfants viennent, mais qu'on vienne d'un statut social riche ou qu'on vienne d'un statut social beaucoup moins aisé, ça ne va pas être le statut social qui va faire la capacité du danseur, qui a des thunes ou pas. C'est vraiment ce qu'il a dans les tripes. Et ça, c'est ce que je trouve génial. C'est qu'en fait, il n'y a pas de... C'est vraiment le travail qu'on va pouvoir faire, ce qu'on a à dire. Mais du coup, ce qu'on voit chez Billy Elliot, en effet, on voit cette problématique familiale, il y a beaucoup chez les danseurs de financer ce qui va se passer. On va pouvoir faire des demandes de bourse, mais ça demande tout un truc. Il faut vraiment être dans les élites et les meilleurs pour pouvoir avoir la bourse. Donc il y a déjà un côté très élitiste dans la danse pour pouvoir déjà accéder à l'école. On n'est même pas dans le côté élitiste avant de bosser. Hein. C'est rien que pour accéder à l'école. Comment est-ce qu'on gère en tant que danseur de ne pas être sous les sunlights, de ne pas être le danseur étoile, toi qui as bossé autant que l'autre mec, mais il est meilleur que moi ou elle est meilleure que moi. Comment est-ce qu'on gère ça aussi mentalement dans la tête d'un danseur de ne pas être l'élite? Comment est-ce qu'on gère ça? Attends, j'avais la réponse dans ma tête, mais elle s'est envolée. Du coup, comment est-ce qu'on gère de ne pas être l'élite? Mais le truc qu'il y a, c'est que c'est pas forcément parce qu'on est le meilleur qu'on est l'élite. Je pense qu'il y a vraiment des chemins de vie. Je pense qu'il y a vraiment... Le hasard fait que on va être... Il y a le travail, il y a la chance, puis il y a le talent. Il faut avoir ces trois choses. Il suffit pas d'avoir que le travail. On peut bosser comme un malade. Si on n'a pas la chance, puis qu'on n'a pas le talent, ça le fait pas, quoi. Il faut vraiment avoir les trois choses. Après, il y a vraiment, oui, alors je ne vais pas rentrer dans le truc, mais il y a le copinage à la mort moelle-nœud qui fait que ça, c'est pas dans que le milieu de la danse, c'est dans tous les milieux artistiques, mais je crois que c'est même dans tous les milieux qui font qu'en fait, il y en a qui ont ni le travail, ni le talent. Alors oui, on va dire qu'ils ont, est-ce que c'est de la chance ou pas? Peut-être la chance d'avoir des potes. Ouais, ça, c'est possible. Du coup, je pense qu'il y a pas de bonne ou de mauvaise place, il n'y a pas d'être star ou pas. Je pense que d'être à la bonne place, c'est ce qui est important, en fait. Alors, si on fait un résumé, on a le danseur ou la danseuse, on a la musique, on a la chorégraphie. Combien de temps il faut pour créer un spectacle? Il faut une bonne année. Parce qu'en fait, il y a déjà, par exemple, le concept. Donc, il faut l'imaginer. Après, quand on a le concept, il faut trouver les financements. Il y a trouver les salles aussi qui vont accepter de créer et d'acheter le spectacle. Après, il faut trouver les financements. Après, ça, je reste que dans le côté, pour l'instant, qui est technique. Après, il faut contacter les personnes avec qui on a envie de travailler. Après, il faut trouver les interprètes. Mais on va devoir chercher l'éclairagiste. Après, moi, j'ai ma petite équipe depuis un moment, parce que la compagnie, ça fait 24 ans qu'elle existe. Mais du coup, il faut trouver toutes ces personnes-là. Et à partir du moment où le concept est là, qu'on a les financements, on va du coup travailler la musique. Moi, je vais être dans cet ordre-là. Je vais bosser avec le compositeur sur la musique. S'il y a un texte, on va travailler sur le texte avec l'auteur du texte. S'il y a de la vidéo, on va travailler en amont avec aussi le vidéaste pour la vidéo. Et puis quand on a mis tout ça en place, et puis le décorateur pour la scéno, et l'éclairagiste pour les éclairages, et le costumier pour les costumes, et le maquilleur s'il y a besoin de maquillage. Donc en fait, ça demande tout ce travail en amont de manière à ce que quand on arrive en répétition, on peut encore faire les costumes qui vont, mais il faut déjà avoir vraiment toutes les choses. Donc en gros, le temps de répétition est court, parce que je veux dire qu'on est à peu près au meilleur des cas 2 mois.
Mais comme les financements sont de plus en plus courts, on se débrouille en 6 semaines ou 5 pour monter tout un spectacle. Et il faut que le spectacle soit prêt. Donc on travaille en amont. Donc il y a une quantité de travail qui est fait. Voilà. Donc oui, ça met une bonne année pour qu'on puisse le sortir. Toi, quand tu prépares un spectacle, parce que c'est intéressant, tu disais, mais j'ai rêvé d'un truc, tu avais l'impression qu'on l'avait fait. Jusqu'à quel moment tu ne t'autorises plus, malgré que ça soit une super idée, à modifier le spectacle, parce que tous les danseurs, les musiciens, tout le monde a bossé le spectacle. Jusqu'à quel moment, avant justement le spectacle, tu t'autorises encore à faire des changements dans typiquement la structure ou des mouvements dans ton spectacle? Alors, je ne vais pas faire de changement du style on change de décor, du style on fait une autre histoire et tout ça, mais j'appelle ça du peaufinage, parce qu'en fait on va vraiment construire, et puis on va prendre sa matière, on va la construire, on refait des couches, on recorrige, on rajoute, on change, tout ça, jusqu'à ce qu'on soit sur scène, où là il y a les éclairages qui viennent se mettre, il y a le son qui vient avec le sonorisateur qui vient s'ajuster, donc on va pas pouvoir dire ouais, je change complètement. En tout cas moi je vais pas faire ça, mais c'est vrai que j'ai toujours des problèmes avec mes fins. Je pensais que plus j'allais faire de spectacles, plus ça allait être simple de faire les fins. Mais en fait plus je vais en avant, plus c'est c'est vraiment, j'ai une quantité de fins différentes, donc du coup je vais dire que jusqu'au dernier moment je peux changer les 3 dernières minutes de fin, ouais. L'histoire sans fin, comme ça, tu vois, c'est des concepts qui existent. On arrive déjà gentiment bientôt à la fin de cette émission. Et puis c'était vraiment un plaisir, en tout cas, Tania, de te recevoir et de t'entendre. C'est un plaisir ici aux Trois Mousquetaires de recevoir des gens passionnés comme toi. Merci parce que c'est vraiment absolument incroyable. On resterait encore volontiers un grand moment. Si malheureusement, eh bien, tu fais partie de ces personnes qui avaient raté le direct, qu'à cela ne tienne, par le truchement de la technologie, eh bien tu retrouveras sur l'ensemble de nos réseaux sociaux la page Facebook de Redline Radio ainsi que celle des Trois Mousquetaires et bien sûr notre chaîne YouTube. On t'invite à cliquer sur la petite fille clochette histoire d'être tenu au courant de l'ensemble de nos activités. Monsieur Xavier, un moyen de nous emmener partout avec vous. Effectivement, vous avez un smartphone. Grâce à vos smartphones, vous avez la possibilité de télécharger une des 3 applications que je vais vous donner. L'application TuneIn, l'application Online Radio Box, l'application Suisse Radio Digital, et vous choisissez une de ces 3 applications. Vous faites la recherche Redline Radio et vous la mettez surtout en favori. Et puis bien sûr, il y a un autre moyen, si vous avez raté le direct, c'est la rediffusion, mon cher Xavier. Et oui, rediffusion vendredi à partir de 11h midi sur Redline Radio. Oui, Redline Radio. On vous invite à écouter Redline Radio, ce serait assez intéressant. On parlait de réseaux sociaux. Est-ce que nous, on peut suivre un petit peu justement votre travail, Tania, à la compagnie sur l'ensemble des réseaux sociaux? Il y a le Facebook de la compagnie qui est CIE, donc CIE Tania de Paola, TANIADEPAOLA, tout a pondu. Il y a, ça c'est sur le Facebook, et sur l'Instagram, vous allez sur Tania de Paola, et puis du coup, vous suivez l'Insta. Donc du coup, c'est moi qui m'occupe de l'Insta. Je suis active qu'à partir du moment où les créations se mettent en place, aussi il y a quelque chose qui bouge. Donc il ne faut pas s'inquiéter. Je suis pas j'ai plein d'autres choses, j'arrive pas à passer mon temps dessus, mais voilà, là on peut déjà trouver des choses. Très bien, merci en tout cas à tous et à toutes de votre fidélité. Salutations à toutes les personnes qui font les timides ce soir, parce qu'on voit plein de monde sur nos différents chats, mais vous avez toujours pas cette merveilleuse habitude de poser des questions. On vous en veut pas, on fait de la radio, donc n'hésitez pas à nous mettre vos commentaires. Demain, à cette même place, on retrouvera bien sûr monsieur Flavio Diaz. Dans le cadre du Fil Rouge, nous aurons la chance de recevoir les artistes lausannois Luca Leone et Rebecca Balestra qui viendront nous parler un petit peu justement de l'art qu'ils font eux. Voilà, on est dimanche, et puis à partir de 22h, vous aurez la chance de pouvoir justement écouter la rediffusion des collaborateurs. Voilà, on se quitte avec un petit peu de musique. Vous savez que sur Redline Radio, on aime la musique, et j'ai envie de vous diffuser le titre Dustmakers, Fences, justement, des Dustmakers. Excellente soirée à tous et à toutes. Prenez soin de vous, et puis à tout bientôt sur l'antenne de Redline Radio. Ciao. Ciao, ciao. We are one beyond your fences, your fences. Ooh, as we're walking away in the sunlight, we are one beyond your fences.
beyond your. As we're walking away in the sunlight, we are one beyond your fancies, beyond your. As we're walking away